C'est marrant parce que hier j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn en me disant tu parles souvent de Webflow et tout, mais concrètement c'est quoi le vrai avantage et tout. J'ai juste répondu bah c'est juste les meilleurs, enfin va voir et puis tu vas vite comprendre quoi. CMO, il doit, quelle que soit la taille de son équipe, à un moment il comprend plus ce que font ses équipes. Ses équipes peuvent lui raconter n'importe quoi. C'est pas par défiance, c'est juste que moi j'aime bien en plus comprendre précisément comment les outils sont utilisés, être capable de remonter là des choses qui vont pas et de comprendre les métiers des gens avec qui je bosse. En plus j'adore passer du temps avec les clients, je trouve ça vachement enrichissant quoi. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Salut. Eh bien écoute, en fait je te propose de te présenter, je pense que ce sera le plus simple. Un truc qui m'intéresse c'est qu'on parle un peu de ton parcours. Ouais. Et notamment qu'on puisse adresser le point qu'on venait de discuter là. Du coup, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, dans quelle boîte tu bosses, tout ça. Alors moi je suis un pur produit parisien, contrairement à toi. Oui. Moi j'ai grandi dans l'Ouest parisien, j'ai fait toutes mes études à Paris. Prépa, HEC, école de commerce, enfin parcours hyper classique. Alors j'avais pas le niveau pour entrer dans les parisiennes, mais je voulais absolument rester à Paris parce que moi je voulais faire que de la musique. J'avais mes copains, je faisais des tournées et j'avais une école qui était vachement intéressante en termes d'association, c'était l'ISC. Et donc je suis allé dans cette école et du coup j'étais président d'une assoce de musique et c'était génial parce qu'on bossait avec toutes les maisons de disques. Donc école de commerce. Après j'ai fait 1 an chez Warner Music. Qui était mon rêve absolu, je voulais être DA, directeur artistique. Ça a failli se faire, mais au moment où je suis arrivé, au moment où je suis parti, ça avait viré tout le monde, donc j'ai pas pu rester. Mais j'aurais adoré signer des groupes et je pense que j'aurais été assez bon là-dessus. Mais donc j'ai rebondi chez Real Midem, qui est une autre société dans la musique aussi, et à cette époque-là, on commençait le digital. Alors ça date un peu, hein, forcément, j'ai commencé à bosser il y a longtemps. Mais donc j'ai fait 3 ans chez Real Midem où je m'occupais d'un salon qui n'existe plus, qui s'appelait le Milia, qui était un peu l'équivalent du Web Summit. C'était le grand raout mondial sur tout ce qui est multimédia, digital. Et moi, je m'occupais de toute la communauté des développeurs, des créatifs. On faisait venir des gens de partout dans le monde, de toutes les universités pour montrer l'innovation dans le digital. Après, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Goodies Production, qu'on a vendu à un producteur qui faisait de la prod en streaming, à l'époque où il n'y avait pas d'ADSL, ou très peu. Ah ouais. Autant te dire que c'était challenging. Mais, innovation. Ouais, grosse innovation, mais trop tôt. Tout le problème d'être là au bon moment quand on entreprend. Mais vachement sympa parce que j'avais 24 ans et on découvrait tout, donc c'était top. Mais on a revendu toute l'équipe aussi. Alors j'ai revendu, le business est reparti dans un producteur télé, celui qui faisait par exemple Arrêt sur Image ou le truc de Jamie, comment ça s'appelle ? C'est pas sorcier ? C'est pas sorcier, voilà. Et une partie de l'équipe a été intégrée au leader européen qui s'appelait Camera, qui était le leader de tout ce qui était streaming et d'un point de vue tech, où je suis resté. Après je suis allé à la Française des Jeux pendant 3 ans, je me suis occupé de l'innovation digitale, notamment la télé numérique, le lancement d'Euromillions qui était un truc passionnant. Quand tu fais du marketing, bosser à la Française des Jeux, c'est génial parce que il n'y a pas plus grand public, ça touche 3 Français sur 4. C'est le plus gros réseau de points de vente de France, 35 000 points de vente. Et tu as les budgets que tu veux et tu bosses avec les meilleures agences. Donc super intéressant. Mais j'ai senti qu'à un moment, j'avais fait le tour et que les grosses sociétés très politiques, on va dire, étaient moins ma tasse de thé. Et donc je suis parti. Et puis à ce moment-là, je voulais vraiment me focaliser plus côté B2B. Donc je suis parti chez un de mes prestataires, qui était à l'époque un des leaders sur tout ce qui était service mobile, donc site internet mobile. À l'époque, on faisait encore un peu de SMS, mais qui avait vraiment... il y avait déjà des agences mobiles, mais c'était la seule qui était vraiment focalisée sur la capacité de bâtir un produit pour créer des sites mobiles. Donc je suis devenu CMO de cette boîte-là. C'est une boîte d'une 20aine de personnes. On s'est fait racheter par le leader européen qui s'appelait Momac, qui était une boîte hollandaise. Donc je suis devenu DG France et CMO Group. Et là, on a ouvert pas mal de pays. Donc je suis resté pas mal de temps là-dessus. Donc c'était en gros le leader du SaaS pour faire des applis et des sites mobiles qui ressemblait un peu à un Webflow à l'époque.
C'est pour ça que je suis hyper admiratif de Webflow. On en reparlera peut-être si tu parles des outils tout à l'heure. Oui. Mais j'aurais adoré, je trouve que l'exécution de Webflow est ce que j'aurais aimé faire. Voilà, incroyable, mais sur tous les niveaux. Et donc, voilà. Et donc, je suis resté peut-être 7-8 ans jusqu'en 2012. On s'est fait racheter par une plus grosse boîte canadienne. Donc là, on est passé d'une centaine de personnes à 1 millier de personnes. Et j'étais CMO sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Donc, je passais mon temps à voyager tout le temps. Grosse école du marketing produit aussi, que j'ai beaucoup développé à ce moment-là. Parce que les Américains sont vraiment en avance sur ces aspects de product marketing. Et après, j'en suis parti quand ils se sont fait racheter par une autre boîte et j'ai créé une autre startup qui s'appelait Jamset, qui du coup n'avait rien à voir, mais qui partait de l'idée que j'avais passé beaucoup de temps en voyage et que je m'embêtais dans les hôtels en permanence. C'est-à-dire une fois que tu as fait un dîner avec ton collègue ou avec ton client, en fait tu fais pas grand-chose. Et moi, les salles de sport, c'est pas mon truc, les spas, moins. En revanche, il y a un tiers des personnes dans le monde qui jouent d'un instrument de musique et j'ai jamais compris pourquoi ça n'existait pas. C'est-à-dire que tu avais toujours un espèce de pauvre piano dans le hall de l'hôtel, mais tu n'as pas le droit d'y toucher parce que ça fait trop de bruit, c'est juste là pour faire de la déco. Et moi, je voulais un truc où tu puisses aller dans une salle ou quelque part et jouer pour pratiquer ou rencontrer des gens. Et donc on a monté ça avec 2 amis, ça s'appelait Jamset et on a créé le premier studio fait pour les hôtels, les sièges sociaux, les centres commerciaux, concept de piano dans les gares mais complètement productisé, donc un peu la taille de cette table-là dans lequel tu vas retrouver les instruments et que tu vas pouvoir déloquer avec ton téléphone, avoir des services de backing track et être capable de dire soit je veux jouer tout seul, soit je veux jouer avec lui ou Louis et lui et ainsi de suite. Et on a monté ça, donc ça a duré 3 ans. On l'a bien vendu. Donc on a fait pas mal de sièges sociaux, d'espaces de coworking. Et on s'est pris le Covid en pleine face, que forcément on n'avait pas vu venir, parce que nous, notre positionnement, c'était de dire... on crée un service qui va fédérer les gens, qui va faire en sorte que les gens se rencontrent, on va créer du lien, que ce soit dans les hôtels ou dans les sièges sociaux. Et puis du jour au lendemain, les hôtels ferment, les sièges sociaux, non, vous restez chez vous. Télétravail. Télétravail pour tous. Donc notre service n'était plus vraiment très utile. Et je me souviens qu'on a fait l'installation de la Tour Saint-Gobain la veille du confinement global, du premier. Et on s'est dit c'est la dernière fois qu'on le voit et on a tenu 6 mois, on devait lever des fonds, c'était devenu impossible forcément parce qu'on n'était plus du tout dans l'air du temps, donc on a arrêté et je suis passé à ce moment-là donc chez Welcome to the Jungle où je suis devenu CMO et j'en suis parti pour rejoindre Deepreach qui est ma société actuelle où je suis également CMO, qui est une société qui se veut être le leader de l'adtech locale, c'est-à-dire être capable de créer des publicités sur l'ensemble des médias digitaux classiques, Facebook, Google et les autres, avec une forte composante de géographie, c'est-à-dire être capable de dire « je veux que mes pubs s'affichent exactement autour de ce magasin, autour de cet endroit, parce que je sais que j'ai une audience particulière par rapport à ça, et être capable de le faire pour... une zone, mais pour des dizaines, des centaines, des milliers de zones différentes et piloter tout ça. Donc voilà, c'est une boîte qui a été montée par pas mal d'anciens de SoLocal et qui cartonne. On a fait plus 70% encore l'année dernière et on vient d'ouvrir Allemagne, Angleterre. Et voilà, donc une très très jolie boîte en plein dans tout ce que j'aime, c'est-à-dire la tech, le marketing, l'international. Et voilà. Très cool. Deepreach. Oui. Juste pour qu'on finisse la présentation de Deepreach, c'est quoi vos clients ? Alors, nos clients sont les agences de communication, et notamment les agences médias, tous ceux qui font des campagnes digitales. Donc, on va avoir des grosses agences. On travaille beaucoup avec, par exemple, HeroX, Publicis, WPP, j'en oublie, Dentsu un peu. Et on travaille avec toutes les agences plus petites, qu'elles soient des agences régionales, par exemple, qui vont opérer sur une ville en particulier, ou alors des agences événementielles qui veulent se mettre au digital mais qui n'ont pas les compétences en interne. Et ces agences vont donc travailler pour le compte d'annonceurs. Donc nous, contrairement à d'autres concurrents, on n'adresse pas les annonceurs en direct. On pense que la bonne stratégie, c'est d'aller donner le bon outil pour que les agences puissent prendre ce sujet de campagne géolocalisée,
le mieux possible. Et donc au final, le type d'annonceur, c'est plutôt les annonceurs qui ont des réseaux physiques. Assez souvent, ça va être donc des retailers, des chaînes de magasins. Donc on travaille beaucoup avec Leroy Merlin, avec Burger King par exemple, toute leur campagne de marketing local, ça passe par nos plateformes. On va travailler avec des gens qui font des cuisinistes, des magasins bio, enfin toutes sortes de choses. Et le credo qu'on apporte à ces annonceurs, c'est pendant très longtemps, vous avez pensé le digital uniquement dans une logique e-commerce. Or, on s'est rendu compte, notamment avec le Covid et les nouvelles aspirations, qu'il faut absolument s'y redonner la place au magasin, au local, pour créer du lien entre votre marque et les annonceurs locaux, et créer du lien entre ces magasins et cet écosystème local. Et donc, nous, on permet de faire ça, c'est-à-dire qu'on utilise les canaux traditionnels, Facebook, Snap, la programmatique, Google et autres. Par contre, on le met au service du monde physique et des magasins. Et c'est là où c'est vachement intéressant parce que, du coup, les marques peuvent soutenir leurs magasins. Ils peuvent le faire précisément sur les magasins qui en ont besoin et peut-être moins sur ceux qui fonctionnent bien. Et ils peuvent même donner la main aux magasins pour que les magasins commandent eux-mêmes leur campagne. Tout ça avec la géologue derrière, l'adaptation des contenus et toutes les logiques d'automatisation. Donc c'est assez puissant. Oui, parce que du coup, il y a un truc, c'est que quand tu disais, oui, historiquement, ces boîtes-là, elles ont la logique e-commerce vis-à-vis du digital. Alors, il y a la logique e-commerce, si on prend le cas de Leroy Merlin, par exemple. Bien évidemment, je vais faire des campagnes pour amener les gens à acheter des outils, etc. en ligne. Ils pouvaient aussi faire de la campagne très globale, c'est campagne noto nationale, etc. Ouais. Mais effectivement, pas faire par exemple de la noto locale. Ça, voilà. Ouais. Et puis ça donne aussi le pouvoir, Burger King, bon tu peux pas faire de e-commerce. Et du coup ça donne aussi le pouvoir à ces acteurs-là de pouvoir travailler sur du local avec des logiques un peu plus de conversion. Très très cool. On s'était dit avant qu'on allait aborder le sujet, moi ça m'intéresse qu'on puisse en parler. C'est une petite digression, mais je pense que c'est des apprentissages qui peuvent être intéressants pour d'autres personnes. En fait, la première fois que nous on s'était contactés, c'était l'époque où je travaillais chez Germinal, et du coup je voulais t'inviter dans le podcast, et tu venais de prendre ton poste de CMO chez Welcome to Jungle. Ouais, je l'avais pris depuis 3-4 mois, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, et assez rapidement derrière, en fait, tu m'as dit, bon bah finalement, je vais partir de Welcome to the Jungle. Ouais. Voilà, je t'expliquerai. On n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir en parler. Et tu m'as dit, ah non, mais c'est des super apprentissages, notamment d'un point de vue managérial sur l'évolution d'une boîte et tout machin. Petite digression, mais ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait. C'est un cas intéressant parce que quand j'ai été recruté, ils cherchaient quelqu'un pour passer d'une logique très B2C à une logique un peu plus B2B, notamment en développant des SaaS. Donc, ils lançaient une appli mobile de contenu, mais avec une forte composante B2B. Ils voulaient lancer leur outil de gestion de candidature dans un mode purement SaaS. Et ils avaient un autre projet qui était qui s'appelait Welcome Home, qui était un espèce d'intranet nouvelle génération. Donc, ils voulaient avoir cette composante B2B forte et également product marketing pour le faire aussi à l'international. Avec quelqu'un qui connaisse les médias et qui a fait du SaaS, qui a fait de l'international et qui a fait du management d'équipe. Donc sur le papier, je cochais toutes les cases. Ouais. Et je suis arrivé à un moment où c'était... Alors c'était compliqué et pour Welcome et pour moi. Je sortais de Jamset, donc expérience entrepreneuriale. J'avais absolument plus une thune, parce que quand tu sors de là, t'es rincé. Oui. mais j'avais derrière moi quand même 20 ans d'expérience de management, donc je savais quand même ce qu'il fallait faire ou pas, et j'avais peut-être une vision de Welcome qui était erronée. Je pense que Welcome to the Jungle a beaucoup évolué, et a été initié par deux fondateurs qui ont fait un travail extraordinaire de positionnement de la marque. Oui. Mais qui avait besoin d'évoluer vers quelque chose de peut-être un peu plus mainstream pour aller chercher notamment des grands comptes. Et donc la culture était assez différente de celle que j'imaginais au départ. Et je pense que j'ai fait des erreurs de comportement, c'est-à-dire qu'en même temps, je savais ce que je voulais, j'étais directif sur certaines choses. Et il ne faut pas oublier que même quand tu es au COMEX, quand tu rentres dans une boîte, il y a une période où il faut te laisser du temps pour prendre position. Et en même temps, me demander position sur des trucs où j'étais incapable de le dire.
Et donc, je m'excusais beaucoup de ne pas savoir. Par exemple, on me demandait une stratégie sur le lancement d'un des produits que je maîtrisais encore peu. Parce que quand tu rentres dans une boîte, en fait, ça te prend 2-3 semaines à comprendre et après, ça te prend 1 an à comprendre les 20% qui te manquent de subtilité. Et notamment de bien comprendre la marque. Et là, il y avait 4 produits à lancer, 4 trucs différents. Et donc, moi, je me suis un peu perdu. J'avais beaucoup de challenges en termes de management de l'équipe pour la redynamiser, la restructurer, faire en sorte qu'elle soit heureuse. Donc ça a bien fonctionné. Mais à un moment, en fait, en plus on est arrivé dans une période de Covid et c'est compliqué quand tu n'es pas sur la même longueur d'onde que le CEO ou que le CEO n'est pas sur la même longueur d'onde que le CMO. Et quand tu n'as pas cette complicité, c'est difficile en fait. Parce que aussi tu manipules des concepts, tu manipules des idées. Et à un moment, ça ne marchait plus, quoi. C'est-à-dire on ne se comprenait plus. Et eux, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de... Je pense qu'il leur fallait quelqu'un qui soit beaucoup moins B2B que moi et beaucoup plus grand public et réseau social. Et ils ont fait le bon choix parce que là, après, ils ont embauché quelqu'un qui vient de chez Facebook. Et c'est exactement ce qu'il leur faut parce que je pense qu'ils veulent avant tout se positionner sur un média, un réseau social avec une composante de marque très forte. Et l'aspect B2C de ça, c'est moi mon truc. Donc, j'étais pas même si au départ, j'étais la personne qu'il leur fallait. Sur le papier, ça quelques mois après, en fait, c'était pas moi qu'il leur fallait. C'était quelqu'un d'autre. Et donc, je suis atterri chez Rich. Et là, c'était exactement ce que moi, je savais faire. Ouais. Et je suis passé d'une situation où tout ce que je faisais, j'avais l'impression de faire de la merde, à une situation où tout ce que je faisais, j'ai l'impression que tout le monde était ultra heureux de ce que je faisais. Ouais. Et donc c'est jamais facile parce que en plus, moi, j'adorais cette boîte. J'étais hyper motivé. Non, quand ça marche pas, quoi. C'est comme avec, je sais pas, une amoureuse où normalement tout doit marcher. Pourquoi ça marche pas? Tu sais pas. Après, c'est imperceptible. Ouais. Bon, c'est hyper intéressant comme cas parce que ça montre le fait qu'il y a besoin d'un espèce d'alignement d'un point de vue perso, compétences, vision, communication, etc. qui est hyper important en fait. Oui, puis il y a des moments où tu corresponds et des moments où tu corresponds. Bien sûr. Et un CMO, j'ai entendu dire que la durée de vie d'un CMO, c'est 2 ans. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, si tu n'as pas cet alignement parfait avec ton CEO sur la vision, sur la façon de voir les choses, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Bah, le CMO, c'est quand même la personne qui est censée transpirer la vision, quoi. Ouais. Donc s'il y a un désalignement, ça ne peut pas le faire. Ouais. Donc voilà, mais écoute, c'est la vie. Hein. Ah non, mais complètement. Mais bon, j'imagine aussi, même d'un point de vue personnel, tu sors du coup de l'expérience entrepreneuriale Covid, t'arrives là, tu te dis allez, on est reparti et tout, et puis en fait, quelques mois plus tard, tu te reprends ça dans la tête. Bon, d'un point de vue personnel, ça doit quand même être... Ouais, c'est dur, mais c'est dur comme un rendez-vous manqué en fait. Ouais, c'est pas dur comme un échec en tant que tel. C'est dur parce que je dirais pas que j'ai perdu mon temps, mais du coup on a perdu quelques mois et eux ont perdu quelques mois. C'était un autre profil qu'ils auraient dû avoir besoin. Et c'est pas une grosse perte. Moi j'ai appris plein de trucs, je suis resté en contact avec pas mal de gens de mon équipe. Voilà, donc t'apprends de tout, quoi. Ah mais c'est clair. Mais c'était impossible de le savoir avant de commencer. Ouais. C'est-à-dire que sur le papier, j'étais quand même la personne qu'il leur fallait au départ. Ok, bon. On ferme la parenthèse, on se reconcentre sur Deep Reach. Du coup, pour continuer dans exactement ce qu'on était en train de se dire, c'est quoi les compétences clés qui servent à Deep Reach aujourd'hui? C'est quoi c'est quoi les éléments sur lesquels tu travailles le plus, sur lesquels tu as le plus de valeur, etc. Elles sont mixtes. Quand tu es CMO d'une boîte SaaS, il faut... Le fondamental, c'est de maîtriser... tes canaux d'acquisition, donc ton paid, ton SEO, tes conversions sur le site web. Et après, ça dépend des SaaS. Tu as des SaaS qui vont aller chercher du scale, et donc la composante marketing produit sera un petit peu moins forte. Chez nous, on va chercher et des grands comptes et du scale sur des petits comptes. Et donc, on a une forte composante de marketing produit aussi. Donc moi, je passe une bonne partie de mon temps sur le marketing produit, sur les outils d'aide à la vente, sur l'analyse concurrentielle, on est super bien structuré là-dessus, sur le messaging, donc ça c'est une composante forte. Ensuite j'essaie d'avoir une composante forte aussi sur le branding, et souvent quand tu fais du B2B c'est souvent un peu chiant,
Et j'essaie de pas être trop chiant. Mais pas être trop chiant, ça veut pas dire être rigolo. Ah, mais complètement. Voilà. Non, mais c'est bien que tu le précises. C'est vrai que c'est logique pour moi, mais c'est peut-être pas logique pour plein de monde. En fait, c'est un des réflexes, c'est de dire, j'essaie de faire un truc drôle ou avoir un ton irrévérencieux. Ça peut marcher familier, ça peut marcher dans certains cas. Mais nous, on a vraiment travaillé les archétypes de marque, la marque en profondeur. Et c'est pas ce qu'on veut avoir. Nous, on veut avoir une dimension de... On a un PDG qui a un profil intéressant et que je considère comme quelqu'un d'assez héroïque dans son parcours. Okay. Et moi, je voulais redonner cette dimension de héros à la marque. D'autant plus que ce qu'on amène sur le marché, c'est quelque chose de nouveau, parce que ça offre aux agences une façon de travailler un petit peu différente, et ça utilise une façon de faire de la pub qui est différente. Par exemple, nous, on n'utilise pas du tout de tracking de données personnelles. Pendant très longtemps, la pub a fait n'importe quoi en traquant les utilisateurs dans tous les sens. Nous, on ne veut absolument pas faire ça. Nous, on se dit que la performance des campagnes, c'est sur une localisation donnée et on va trouver de la perf par rapport à ça. Donc ça veut dire que sur le branding, on veut incarner cette image de stature de héros un peu enchanteur. C'est ce que je dis souvent, c'est héros enchanteur. C'est-à-dire quelqu'un qui porte une vision sur le marché, qui est toujours positif, qui dénigre pas les autres, et qui va essayer d'emporter un mouvement avec lui. Donc on essaie de calquer cette idée-là dans la marque, donc que ça transpire non seulement dans les visuels, que ça transpire dans le copywriting, et qu'on le retrouve après dans les composants des points d'interaction avec les utilisateurs. Donc le branding, ouais, fort, et puis le contenu aussi, qui est pas très loin du branding, dans lequel on a plein de progrès à faire. Et pour le coup, Welcome a été une super école parce qu'ils ont vraiment compris avant tout le monde que pour positionner une marque, il fallait être un média. Ouais. Et c'est des choses qu'avait déjà fait HubSpot ou d'autres, ou même Boursorama. Si tu prends l'exemple de Boursorama, tu pars du contenu et à partir de là, tu amènes les services. Donc nous, on essaie d'être fort sur le contenu, pas seulement pour faire du SEO, mais aussi pour amener de la valeur à nos clients et être capable de les nurturer sur des choses qui ne sont pas forcément liées à notre produit, mais qui sont liées à l'environnement de la tech en général et de la pub. Donc voilà, c'est les 4 composants, brand, digital, product marketing et contenu. Ok. Bon, plusieurs points. Effectivement, tu peux faire du B2B et pas être boring. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc quand même qui est fort. J'invite les personnes qui écoutent ou regardent ce podcast à aller voir le site de Deeprich, qui est particulièrement bien foutu, qui, d'un point de vue brand, je trouve que c'est une réussite, votre site web. Ouais, c'est gentil, mais on est en train de revoir plein de trucs. Mais Non, mais en fait, je trouve qu'il y a quelque chose, alors au-delà de l'aspect peut-être héroïque, etc., que tu as mentionné, mais je trouve que vous arrivez à faire passer un message qui est on peut mettre de la modernité, de la technologie, etc., aussi au niveau local. Il y a un peu ce truc-là. Ouais. En fait, c'est pas parce que tu fais du local que tu es obligé d'aller distribuer des flyers. En fait, tu peux faire des trucs digitaux, modernes, etc. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ce qui ressort du site. C'est-à-dire que tu vois de la modernité, tu vois machin, et ça te parle de local. Exactement. Et du coup, cette espèce de lien entre les deux, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que tu te dis, ok, en fait, je suis pas obligé de faire des trucs à l'ancienne sur du local, tu vois. Ouais, local, ça veut pas dire cheap. Hein. Ça veut pas dire tu vas prendre en photo la boulangère du coin et enfin, c'est pas ça, quoi. Et rien contre les boulangères, mais on amène les moyens du digital les plus sophistiqués sur des problématiques qui sont un peu oubliées aujourd'hui. Totalement. Voilà, et ça se ressent. Pour le côté héroïque, par contre, ça m'intéresse de savoir, c'est toi qui as été à l'initiative de cette approche un peu héroïque ? En fait, on a fait un travail sur les archétypes de marque. Si les gens ne connaissent pas, c'est un bon moyen de se définir. Vous tapez Brand Archetype et vous allez trouver 12 types d'archétypes de marque qui correspondent à ce que serait la marque si elle était un personnage ou si elle était une caractéristique. Et on l'a fait tourner en interne, on l'a fait tourner autour d'interviews clients pour essayer de comprendre comment les gens nous perçoivent en termes de façon de parler, enfin comment globalement quelle approche on a en termes de positionnement, pas du tout produit mais qui on est, quoi.
Et souvent, définir... Alors, je ne parle pas les valeurs de l'entreprise, je parle vraiment de la définition des valeurs de la marque, ce qui est un peu différent. Et on en est arrivé à 2-3 types d'archétypes, qui nous définissaient. Et on a fait un peu un mix de ça. Après, moi, sur la phase finale, j'ai un peu mixé la façon dont moi, je voyais vraiment les choses. Par exemple, on avait 3 archétypes qui revenaient. On avait l'archétype du... je ne sais plus s'il s'appelait le héros à l'époque. Si, je crois que c'est le héros. Il y en avait un qui était le magicien et un autre qui était... je me souviens plus du 3e. Et donc, on a retiré des choses qui ne nous plaisaient pas. Dans, par exemple, le magicien, le côté triche du magicien. On a gardé que ce qui nous intéressait. Et on a compilé tout ça. Et ça a défini un peu la façon dont nous, on allait se présenter au marché. Et ça correspond beaucoup aussi à ton positionnement, mais aussi à ton fondateur. Je pense que la valeur de ta marque doit aussi être incarnée par le fondateur, par son histoire, par sa façon d'être. Et ça nous correspondait bien. Et d'où le fait de ne pas être dans l'humour ou ce genre de choses-là. On est plutôt sur le fait d'asseoir notre positionnement tech et apporter quelque chose qui montre la vision du local. Donc c'est un mix qui n'est pas facile à trouver et on galère un peu tout le temps, mais on essaie de s'y tenir. Bah, tu vois, moi, la vision que j'ai de la marque, est bonne. Ça marche plutôt bien. Ouais, quoi. Ouais. Ok, aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour gérer votre acquisition ? Comment se fait l'acquisition de Deeprich ? Bah alors, c'est assez mixte aussi. Donc, on a un mélange de paid acquisition sur Facebook, LinkedIn principalement. Un tout petit peu de Google, mais GBC, je trouvais que c'était moins efficace. Parce que nous, on est sur un domaine qui est nouveau, donc on n'a pas beaucoup d'intentionnistes. Bien sûr. Donc, on peut mettre 1 000 €, 2 000 € sur Google Ads, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, du paid, du SEO, qu'on a vraiment amélioré là, depuis quelques temps. Et on remonte vraiment sur des mots-clés qui sont importants pour nous. Les événements, ça coûte cher, mais... Mais il y a certains tips pour en tirer le maximum, même quand tu n'es pas très connu. Notamment les conférences, la récupération des leads des conférences. Ça, c'est vachement intéressant parce que c'est que des leads hyper quali. Mais c'est une bonne partie de mon budget, les événements. Et puis c'est quand même très adapté aussi au fait que vous adressez une partie de grands groupes et que les événements, c'est surtout pour attirer... Enfin, ça fonctionne plutôt bien pour ce type de personnes. Sauf que nous, par exemple... Nos clients sont les agences et c'est très dur d'avoir des événements d'agences. Oui, par contre, ça, oui. Tu as beaucoup d'événements sur le retail, par exemple. Ouais. Les agences, c'est très compliqué. Et on a trouvé des petits tips. Par exemple, on fait sur Lyon, par exemple, on va sponsoriser une communauté de gens qui sont en agence et qui se font des apéros. Et on va leur payer l'afterwork de A à Z et on va tous les avoir dans une pièce. Puis vous négociez à la fin de la soirée quand ils sont tous... Ouais. Événements. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, après, c'est investir dans tes outils d'aide à la vente pour faire en sorte que le travail des sales soit le plus fluide possible. Donc, on investit sur les démos vidéo, sur les press PowerPoint, sur les scripts de vidéo, les scripts de démo, l'analyse concurrentielle pour ne pas être mis à l'amende dès qu'on nous compare avec quelqu'un d'autre. Ce qui arrive, assez peu au final, mais ce qui arrive quand même. Avoir un système de FAQ pour vraiment aligner tous les sales avec les mêmes réponses, avec un maximum d'arguments quand tu as une question qui se pose. Donc on est très très fan de Notion par exemple, tout est documenté de A à Z. Donc c'est tous ces canaux-là d'acquisition. On fait très peu d'outbound. Alors on le fait, mais on le fait pas en séquence. Très très peu. On l'a fait un peu, ça marchait pas. Et je pense que ça peut marcher pour certaines boîtes, mais moins pour nous. En plus, je pense que c'est un peu maintenant surinvesti. Et quand tu vois un mail arriver dans les 3 premiers mots, tu sais voir si c'est une séquence ou pas, quoi. Donc les gens le mettent en spam direct. Par contre, on fait de l'outbound. Donc c'est intéressant. J'ai un SDR qui est dans mon équipe. Et ce que j'attends de lui, c'est pas qu'il fasse uniquement de la prospection pure. Je veux qu'il
qui soit capable de créer des conversations et de façon régulière avec l'ensemble de notre funnel. Pour avoir du coup du nurturing en one-to-one et avec les autres outils de nurturing que sont notre newsletter, les contenus concrets. Et donc voilà, ça c'est à peu près l'ensemble de nos canaux d'acquisition. On doit faire, en termes de chiffres, on doit faire entre 50 et 100 SQL par mois, ce qui est bien, ce qui est même trop parce qu'après il faut les convertir. Bien sûr. Mais ça te donne un peu le rythme de ce qu'on fait. Ok, très cool. Et alors l'outbound, moi je suis pas totalement d'accord avec toi, mais bon, c'est... Peut-être qu'on le fait mal. Hein. Non, alors je pense que c'est pas adapté à toutes les boîtes. Mais par contre, tu vois, quand tu me dis... oui, en fait, quand on reçoit l'email, on voit tout de suite le truc et tout, c'est tout l'enjeu du bon outbound. C'est justement de faire en sorte que ça se voit pas. Et surtout, un des points que tu as mentionné, et je pense que c'est le truc que 80% des gens qui font de l'outbound passent à côté, c'est quand tu mentionnais le SDR et que tu disais son objectif c'est de générer de la conversation. Et je pense que les gens qui font de l'outbound, ils oublient le fait que l'objectif de leur travail, c'est ça, c'est de générer de la conversation en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans ce truc très... transactionnel, tu sais, en fait j'envoie de l'email pour générer du rendez-vous dans un agenda pour ensuite faire du closing, tu vois, alors que l'objectif principal de la démarche c'est quand même d'avoir une conversation avec la personne, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ce point qui est hyper important, et le fait que toi tu le fasses à la main, alors peut-être qu'en automatisé effectivement ça fonctionne pas, etc., mais le fait que tu le fasses à la main avec un SDR dédié et tout, ça remet aussi cette démarche là de la conversation au centre du truc. Ouais. Et c'est ça qui a de la valeur en fait. Ouais, non, mais pour préciser, en fait, c'est les séquences d'outbound que je trouve surfaites. Ouais. Parce qu'en fait, le temps que tu mets à essayer d'avoir toute ta base CRM avec toutes tes valeurs d'entrée pour faire tes icebreakers et ainsi de suite, tu as plus vite fait de le faire en one-to-one. Et moi, je préfère que mon SDR, il passe 20 minutes par lead, aller voir sur son site, aller voir ses posts LinkedIn, et que du coup, il comprenne en un minimum de temps comment il peut l'accrocher, et qui rédige son email from scratch. Ouais. Mais ça, c'est un vrai calcul à faire, tu vois, dernièrement, j'ai vu pas mal de boîtes, et d'ailleurs, c'est très cool de le faire, tu sais, de comparer une approche faite à la main, quand tu compares le nombre d'emails que tu envoies et le taux de conversion que tu as versus en automatisé, en fait tu te rends compte que tu as un énorme volume d'un côté et un taux de conversion absolument pété, et puis de l'autre côté tu as très très peu d'emails mais un taux de conversion énorme, et en fait à la fin de la journée tu te rends compte qu'en le faisant à la main, en envoyant très très peu d'emails, tu as une renta qui est bien supérieure à l'autre côté, tu vois. Mais il y a un effet négatif à ça, c'est que aussi tu pourris ta marque quand tu le fais mal. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Et voilà, donc quand tu fais la balance entre les deux, c'est vite fait. Alors, c'est intéressant quand tu dois shooter à des milliers de personnes. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand ton marché, c'est des milliers et des milliers de personnes, bon. Mais là, quand tu as un marché bien identifié, etc., oui, effectivement, ça vaut le coup de faire ça. Moi, je vois, par exemple, j'ai des emails qui rentrent de sociétés, ça fait... je ne vais pas citer de nom, mais sur je sais pas, des outils comme Segment ou Fivetran ou des outils qui font beaucoup d'outbound. Un des deux que je viens de citer, j'ai dû avoir 20 emails depuis 5 ans dans mes différentes boîtes, et à chaque fois je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas ce qu'ils me veulent, et maintenant à chaque fois que je vois un truc rentrer de chez eux, je sais que ça sert à rien de le lire, quoi. Et donc faut faire aussi attention à ta marque. Totalement. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que les SDR soient au mieux dans l'équipe marketing, au pire vraiment en lien complet avec l'équipe marketing. Parce que c'est ton premier point d'entrée. Justement, parlons de comment s'interfacent les sales et le market chez Deeprich. Et tu peux continuer sur ce point-là que je trouve particulièrement intéressant. SDR qui est Sales Development Representative, donc qui est normalement dans une équipe Sales. Toi, tu as un SDR dans ton équipe à toi, marketing. Qui était avant côté Sales, qui est maintenant côté marketing. Tout simplement parce que je pense que quand tu t'adresses à un client pour la première fois, tu n'as rien à lui vendre en fait. Enfin, il est pas prêt encore. Alors évidemment, tu peux faire du lead scoring, enfin voilà, tu as des méthodes, mais
Mais c'est comme dans la vie, quoi. Si quelqu'un t'aborde en disant tu vas acheter mon produit, tu dis ouais, t'es qui toi? Donc il faut créer une relation et donc pour moi c'est pour ça que par exemple il est objectivé en partie sur le nombre de leads qualifiés qu'il va créer, mais aussi sur le nombre de conversations qu'il va créer. Et donc ça c'est vachement important. Donc comment le marketing travaille avec les sales? En partie en amenant des leads qui sont prêts à être travaillés. Et donc le SDR travaille ces leads dans le shadow funnel, enfin dans tous les gens qui nous regardent de loin sans trop savoir ce qu'on fait. Il expose la marque, il représente la marque. Et une fois qu'il considère que le lead a envie d'en savoir plus et de comprendre vraiment ce qu'on fait, là il le passe au sales. Et là c'est un sales qui est c'est un lead qui est ultra qualifié. Après, on travaille énormément avec les sales pour amener... Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris de la boîte américaine où je bossais, où le product marketing était hyper processé. C'est de comprendre vraiment ce qui se passe côté marché. Donc, on fait un vrai travail de buyer persona. On interviewe des gens qui sont soit des clients, soit des prospects, soit des gens qui ne nous connaissent pas du tout. Et on essaie de comprendre ce qu'ils lisent, comment ils parlent, comment le marketing local, quels termes ils utilisent, comment ils voient ça de loin, pour comprendre les aspirations, éventuellement les freins, comprendre comment se passe leur processus d'achat, et remonter toutes ces informations auprès des sales pour qu'ils connaissent parfaitement notamment le monde des agences, mais aussi toutes les verticales qu'on adresse, que ce soit le retail, l'immobilier, la restauration, et ainsi de suite. Donc on fait un vrai travail d'analyse et on porte ça dans des workshops, mais aussi dans des présentations des outils d'aide à la vente pour les aider au maximum à comprendre l'environnement. Et de l'autre côté, j'essaye vraiment de comprendre comment les sales vivent leur vie en passant du temps avec eux. Là, cet après-midi, par exemple, je fais un rendez-vous avec un client, avec un sales. Je fais une partie de la présentation. Alors, je ne le fais pas pour tous, mais je vais présenter un peu la vision de Deep Reach. Donc, je ne vais pas avoir un discours commercial, mais je vais être là et je vais comprendre comment les clients réagissent par rapport à notre offre. Et donc, j'ai besoin de capter ce qui se passe côté terrain. Et c'est hyper important pour moi que les équipes du marketing, et en plus du marketing produit, passent du temps sur le terrain. Là, j'ai un de mes collaborateurs qui s'occupe du marketing produit. Il est à une conférence où il y a plein d'autres annonceurs et il va juste discuter, quoi. Et le marketing qui est déconnecté des sales, c'est forcément un échec. C'est-à-dire que les sales vont considérer que le marketing, ils sont là pour faire du coloriage. Le marketing va dire non mais les sales, ils sont nuls. Et ça, je l'ai vu ailleurs. Et c'est vraiment très mauvais. Donc, il faut vraiment avoir un lien très très fort entre ces deux équipes. C'est ultra important. Tu le fais aussi en leur amenant des éléments de concurrence, en leur amenant des études, en les éduquant aussi, en amenant de la culture. Par exemple, nous on fait tous les 15 jours, on fait toute la boîte fait une réunion où on parle d'un sujet global. Donc ça va être par exemple, en ce moment on parle beaucoup du retail média, où on va pouvoir parler des évolutions de Google sur les cookies tiers ou sur la mesure. Donc on essaie de présenter un peu ce qui se passe sur le marché pour que tout le monde ait le même niveau de culture, les sales mais aussi le reste de la boîte. Et ça c'est le marketing qui drive ça assez souvent pour aligner toute la société sur la même culture. Conflit sales-market, c'est un truc effectivement récurrent. Je pense que c'est hyper important aussi d'aligner et de vraiment amener de la communication entre les deux parce que le cas un peu typique, c'est bon, bah, si ça se passe bien, très bien, ça se passe bien. Mais quand ça se met à tourner un peu au vinaigre, le débat typique, c'est oui, mais de toute façon, si on close pas, c'est que les sales ils sont mauvais. Ça c'est le market qui va dire ça. Bah, de toute façon, les sales ils sont mauvais, c'est pour ça qu'on close pas. Moi, regarde, je leur ai rempli leur pipe de leads, voilà. Et puis les sales ils vont dire bah oui, mais market, vous m'avez envoyé des leads de merde, donc moi je peux pas les closer. Et qui a raison, qui a tort, c'est constamment cette espèce de conflit. Tout le monde se renvoie la balle. Et là, après, t'es sûr que les relations elles vont être pourries. Donc aligner effectivement les deux, ça permet d'éviter ça. Ouais, là on peut se friter aussi. Moi, je me frite souvent sur la qualité des datas dans le CRM. Ça m'énerve. Oui. Tiens, tu veux faire une campagne, tu as la moitié des prénoms qui sont écrits sans mal, le nom de la boîte n'est pas exactement comme se présente la boîte, les champs ne sont pas remplis. Voilà, là on peut, c'est pas du fritage,
Le CRM, c'est un peu le nerf de la guerre quand tu es en marketing et que que Mais totalement. Voilà, donc, et c'est pas à nous de le remplir. Donc, alors après, tu peux enrichir et tout, mais ça, on peut se friter là-dessus. Mais on se frite jamais sur les résultats. Enfin, je pense qu'on est tous... Parce que ça marche. Pour moi, le marketing et les sales, c'est quand même, au final, un peu la même chose, quoi. Enfin, on est dans le même bain, quoi. Donc, c'est revenu. C'est pour ça que maintenant, on voit de plus en plus les teams revenus où il y a sales et market. Parce que, effectivement, même combat. Hein. C'est revenu, mais c'est revenu à long terme aussi. Complètement. Donc, c'est branding aussi. Par exemple, quand je vois un sales qui prend des libertés sur une présentation et que c'est pas beau, je lui fais remarquer, quoi. Parce que c'est aussi l'image de la marque. Mais j'aurais le même retour sur, par exemple, les RH, sur une façon de présenter la société à des candidats qui n'est pas... ou par exemple, alors parce que j'ai vécu chez Welcome et j'ai cette couche-là aussi de candidate experience, ça fait partie du branding aussi. Donc le marketing, c'est pour ça que c'est dur le marketing, c'est qu'il faut avoir les yeux partout, quoi. Ouais. Et sans se friter avec personne. Mais c'est aussi ce qui est vachement intéressant. Oui, tu es garant de l'image de la marque partout. Et du coup, oui, j'imagine même, tu vois, tu parlais de la RH. Sur la partie RH, la façon dont sont écrites les offres d'emploi, typiquement, c'est un élément super fort de ce qu'est la marque, quoi. Ouais. Donc, ouais, totalement. Très cool. Est-ce que... c'est quoi, du coup, pour rester sur ce sujet market et sales, qu'est-ce que toi, t'attends des sales ? Sur quoi est-ce que tu vas leur demander de l'information ? Comment est-ce que tu les impliques dans les éléments market ? J'ai besoin qu'ils me fassent des remontées terrain sur comprendre aussi, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, donc j'ai besoin de comprendre comment parlent leurs clients, de qu'est-ce qu'ils ont entendu sur le marché, quels sont leurs... est-ce que la valeur ajoutée qu'on propose est bien perçue. Donc ces éléments de positionnement et de product marketing. J'ai besoin aussi j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de faire en sorte qu'ils comprennent bien tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, la façon de pitcher la boîte. C'est le market qui les aide à définir le pitch ? C'est au market de coordonner ça, c'est-à-dire coordonner ça. C'est parce que souvent, nous, on a des sales qui sont assez différents parce qu'ils adressent des populations différentes. Et donc, la façon de présenter Deep Reach peut être différente, et au fur et à mesure il tire sur des filons mais qui n'est pas du tout le même filon qu'un autre, et donc il y a deux sons de cloche très différents, donc à un moment il faut essayer de réaligner ça aussi. Puis ouais, après c'est sur les aspects CRM et tout, mais après je leur laisse la paix. Je pense que moi ce qui est intéressant, c'est que moi je me sens toujours le prestataire de service des sales. Je suis là pour les aider. Et ce qui peut être dommage parfois, c'est quand ils ne comprennent pas comment je peux les aider. Par exemple, très souvent, tu as eu plein de discussions avec un prospect, et à un moment, tu as besoin d'amener quelque chose, mais tu n'as rien de plus à lui présenter. Donc, comment le marketing peut venir aider en amenant, je ne sais pas, une présentation sur la vision de la tech ou sur la roadmap de Deep Reach. Ça, c'est des choses intéressantes. Comment ils peuvent utiliser... les newsletters, on a plein d'abonnés à notre newsletter parce qu'on fait une veille sur le marketing local, et dire, ils peuvent voir du coup quel est leur prospect qui a ouvert ou pas la newsletter, donc ils peuvent rebondir dessus en appelant en disant qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc-là. Ça, c'est des choses qu'ils ne font pas spontanément parce qu'ils sont très souvent focalisés sur les sales, et donc nous on donne plein d'outils, et on n'aime pas quand ils ne sont pas utilisés parce qu'on a l'impression de travailler pour rien. Donc ça, on a besoin de s'aligner avec eux pour qu'ils comprennent bien quelles choses ils peuvent utiliser pour qui leur permettent de transformer derrière. Ok. C'est quoi les KPI côté, sur lesquels vous êtes objectivé côté market et côté sales, pour qu'on voit aussi peut-être un peu la différence ? Le nombre de leads qualifiés. Après le nombre... Alors, ça dépend qui dans l'équipe. Moi, je suis incentivé sur des objectifs un peu globaux de la boîte. Mais j'ai... ARR ? Alors nous, on n'est pas sur de l'ARR. On n'est pas... parce qu'en fait, on fonctionne par... on prend un pourcentage du media spend. Ouais. Donc quand tu fais une campagne à 100 000 €, on va prendre une partie de ça. Donc on peut avoir des clients qui font 10 campagnes par an.
et d'autres qui en font qu'une seule, et d'autres qui en font 70 par mois. On a des clients qui sortent même 70 par semaine, quoi. Ah ouais. On a 2-3 clients qui font entre 70 et 100 campagnes par semaine. Donc on n'est pas sur un modèle d'ARR, donc on est sur le chiffre global, enfin sur la grosse margin. Mais voilà, donc c'est assez classique, il faut que les KPI ce soit assez simple. Donc globalement, c'est le nombre de leads pour tous ceux qui travaillent sur la lead gen. Après, c'est des objectifs quali côté équipe marketing. Voilà, c'est assez classique. Ok. Et donc, 100% inbound, du coup, à part SDR qui va faire un petit peu des efforts outbound, etc. Mais aujourd'hui, de toute façon, le business est ramené 100% via de l'inbound. Bah, ça dépend si le paid, t'appelles ça de l'inbound ou pas. Moi, j'appelle ça de l'inbound. Ah bon? Moi, j'appelle ça de l'outbound, parce que tu vas les chercher quand même. C'est-à-dire, tu leur as rien... Il y a un moment, ils t'ont vu, ils ont cliqué. Donc, pour moi, c'est du court terme. Donc, tout ce qui est court terme, c'est quand même de l'outbound. Enfin, quand tu vas aller chercher les clients. L'inbound, c'est quand ils arrivent à toi via du contenu, via... Ouais, donc c'est un peu entre les deux. Mais, Alors, ok, mais j'allais aborder un sujet qui est, pour moi, là, tu viens de décrire ce que moi, je distingue entre la demand gen et la lead gen, tu vois. Mais pour moi, le paid, c'est de l'inbound, mais je comprends ton point de vue, honnêtement, ça c'est très cool. Mais du coup, demand gen versus lead gen, à savoir, ok, je vais faire des actions qui vont vraiment générer du lead en direct, et puis des actions sur lesquelles... Voilà, ça va être contenu, je vais peut-être un petit peu plus les travailler sur le long terme. Ouais. Aujourd'hui, sur les deux initiatives, tu dirais que les efforts, ils se splitent comment entre lead gen et demand gen? Pour moi, ils sont à 50-50. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'un sans faire l'autre. Et je pense que ça doit aller à la même vitesse. Tu ne peux pas faire de la lead gen si tu n'as pas exposé ta marque avant, si tu n'as pas de la crédibilité dans ta marque, si les contenus que tu as faits n'ont pas été vus au moins une fois. Donc, il faut que les deux aillent à la même vitesse. Donc, moi, je pense, alors je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que ça doit être à peu près 50-50. Entre l'exposition qu'on donne à la marque sans vouloir créer de leads commerciaux tout de suite et l'investissement qu'on fait pour aller transformer des leads directement. Par exemple, là, on ouvre 2 nouveaux pays, l'Angleterre et l'Allemagne. Les campagnes que je vais faire sont des pures campagnes de awareness. Pas des campagnes de lead gen. Je m'en fiche de transformer des leads. On n'en est pas là. Là, on va plutôt aller chercher les clients one-to-one, où on sait que c'est vraiment notre cœur de marché. Par contre, j'ai besoin d'exposer la marque sur ces territoires-là. Donc ça, c'est de la demand gen. Et on va le faire avec du contenu, on va le faire avec des white papers, on va le faire avec des pures campagnes d'awareness, juste pour montrer le logo, quoi. Le logo, Deep Reach égale AdTech Local Ads. Ça me suffit. Mais avoir déjà une assise sur ces pays-là pour que quand notre Head of Sales va avoir ses premiers contacts, la marque a été exposée et il sache à peu près dans quelle dimension on est, quoi. Ok. Sur ces aspects contenu, création de contenu, etc., vous gérez tout en interne? On a fait un peu d'externe. On est revenu en interne parce que ce qu'on fait est un peu complexe et c'est dur de trouver des bons freelances qui ont ce niveau d'expertise. Et d'ailleurs, une de mes embauches, là, ça va être en Angleterre de trouver quelqu'un d'un peu senior, avec un vrai profil journaliste, pour de la création de contenu. Donc aujourd'hui, on le fait en interne. Ouais. C'est pour ça qu'on ne va pas assez vite aussi, je trouve. Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'impliquer différentes personnes chez Deep Reach pour écrire, mais ils sont tous pris dans leur quotidien et c'est compliqué. Mais c'est ce qui marche le mieux, c'est quand tu fais écrire des gens en interne. Surtout sur des sujets d'expertise, effectivement. Bah ouais, parce que voilà. Quand tu écris, je ne sais pas comment faire du multilocal sur Facebook, des choses comme ça qui sont un peu de notre ressort, mais qu'on veut essayer de donner une dimension généraliste pour toucher un maximum de monde. Ben en fait, quand tu prends un externe, le ramp-up sur ce type d'expertise est trop long, donc il va te cracher un contenu qui est moyen, quoi. Ouais. Donc tu craches un contenu moyen, donc personne ne le lit, donc autant pas le faire, quoi. Ouais, c'est toujours le challenge, effectivement, de trouver le bon équilibre entre il faut que je puisse mettre mon expertise, mais en même temps, il faut que je fasse des choses de manière un peu rapide. Cet équilibre-là, il est galère à trouver. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est long. Et ce qui est compliqué aussi, c'est de garder de l'énergie à faire ces choses qui prennent du temps. Ouais, la création de contenu, c'est vraiment du temps incompressible, quoi. Enfin, il faut passer du temps. Et puis ça paye longtemps après. Ouais. C'est
c'est des fondations de ta marque que tu crées et tu bâtis une maison là-dessus, mais les fondations, ça prend du temps, quoi, et ça se voit, c'est pas très visible. Comment tu arrives à convaincre en interne que c'est pas de l'investissement en vain? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont plus stressées et donc on me demande mais c'est quoi tes KPI sur le contenu là? Je dis ouais, c'est ça, mais en fait c'est du long terme, c'est du SEO. Donc en fait ils comprennent très bien, mais parfois tu as des moments où tu as une pression financière ou une pression d'organisation où on te dit non mais recentre-toi sur du court terme. Et donc je réexplique, mais ils comprennent très bien ça, et c'est ce qui est agréable, c'est qu'on chez Deepreach on fait tous du marketing, on est dans la tech mais on fait tous de la tech pour du marketing, donc tu as une culture marketing qui est très forte, donc ça passe. J'avoue que ça c'est le point positif. Ok, vous faites des RP? Alors non, on avait une agence RP quand je suis arrivé, que j'ai arrêté parce que je trouvais que ça servait à rien, pas qu'ils étaient mauvais, mais que nous on n'avait pas suffisamment de choses à dire. Les RP c'est intéressant quand tu as plein d'actu à raconter, ou alors que tu prends une agence RP qui va te créer des événements ex nihilo, mais pour l'instant je pense que c'est trop tôt, et moi je préfère avoir une relation directe avec certains journalistes pour qu'ils sachent qu'ils puissent t'appeler quand ils ont besoin d'un avis sur quelque chose. Je m'empêche pas d'avoir une agence RP. Au cours de ma carrière, j'ai bossé et avec des agences RP et avec des gens que j'ai embauchés en interne pour gérer les RP. Ça dépend des cas de figure en fait. Là, je trouve que dans le cas actuel de Deepreach, c'est pas intéressant. Et là encore, parce qu'on est sur des domaines assez experts, je préfère avoir des conversations directes et des relations directes avec des journalistes qui connaissent ce truc-là pour leur parler. Et un jour, on fera des RP quand on a besoin de faire de l'événementiel en nom propre. C'est là où ça devient intéressant. Ok, donc tu penses que le bon timing pour activer des RP, c'est quand tu te mets vraiment à avoir ce que tu appelles événementiel. D'ailleurs, je pense que ça vaut le coup peut-être de préciser ce que tu appelles un événement. C'est par exemple, je sais pas, si demain je veux créer un product show super élaboré qui va parler de ce qu'on fait nous, de ce qu'on a fait depuis un an en termes de produits, et qui va faire témoigner des clients comme si je montais une conférence. Ça, je sais que je ne vais pas le faire tout seul. Donc, je vais avoir une boîte de RP qui va organiser la logistique, les invitations journalistes, qui va amplifier ça. Ça, c'est intéressant parce que je n'ai pas les moyens de le faire en interne parce que je n'ai pas les équipes. Si c'est juste pour faire du communiqué de presse, c'est bien si tu sors 2 communiqués de presse par mois. Sinon, il vaut mieux le faire en direct. Et puis surtout, ce que tu racontes dans les communiqués de presse, en général, ça intéresse de moins en moins les journalistes. Donc là où je galère, par contre, c'est avoir des bons business cases. Alors ça, c'est pas une agence RP qui peut me faire ça, quoique. Mais avoir des vrais témoignages d'une agence, d'un annonceur qui explique comment ils ont utilisé la techno et quels en ont été les bénéfices concrètement, avec des vrais chiffres, ça c'est compliqué. Peut-être qu'une agence RP ou au moins un groupe média peut faire ça plus proprement que si je le faisais en interne. Tu dis que c'est difficile parce que c'est faire quelque chose de quali, ça prend du temps, etc., etc. Ou alors c'est que tes clients ils veulent pas communiquer sur ces c'est les deux. Côté quali, à la rigueur, ça peut se régler. Oui. Mais le discours est compliqué parce que comme nous, les agences nous utilisent pour le compte d'annonceurs, soit on peut dire on a travaillé par exemple avec Publicis Mobile-Pay, voilà, c'est un exemple. Mais on n'a pas le droit de dire, Publicis ne veut pas dire quel a été le succès de Mobile-Pay en termes de ROI, parce qu'ils veulent maîtriser ça, et je le comprends. Totalement. Donc soit on a les logos, mais on n'a pas les chiffres, soit on a les chiffres, mais on n'a pas les logos. Et c'est toujours super compliqué, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut démontrer, c'est qu'en utilisant notre techno, quand tu es une agence, tu travailles beaucoup mieux que si tu le faisais à la main avec tes propres média traders qui devaient trader dans chacun des médias. Et ça, c'est compliqué encore aujourd'hui. C'est un de mes sujets là, cette année. Et tu as essayé de voir pour du coup créer du business case commun avec les agences sur lesquelles vous pouvez communiquer sur le sujet des deux côtés? On essaie de progresser à ce niveau-là, mais pour l'instant, on n'a pas été encore très bon. Ok, ouais. D'accord. Ça m'intéresse aussi de savoir, là tu parlais de l'internationalisation et le côté, aujourd'hui tu es en mode awareness, etc. Donc
Lancement de pays, Hmm. c'est quoi les premières actions, les points un peu clés pour toi sur un lancement de pays? C'est d'avoir un minimum de sales tools pour qu'ils puissent aller sur le marché, c'est d'exposer la marque proprement, c'est de bien comprendre quel est le produit, la catégorie de prospects qui va fonctionner tout de suite. Pardon. Qui va tout de suite fonctionner. Donc ça, c'est des choses qui sont identifiées chez nous. De prendre un événement un peu phare sur lequel on va créer un espèce de climax. Donc, par exemple, là en Angleterre, moi j'ai un événement en juillet, donc ça laisse 3-4 mois aux sales d'appeler un peu tout le monde et de dire rendez-vous là-bas. Pareil en Allemagne. Et de faire ce kick qui est une combinaison d'un peu tout ça, d'outils, de visibilité et de focus pour faire en sorte qu'on passe de 0 à 1, quoi. C'est comme si tu recréais une nouvelle boîte. Et ce qui est compliqué, c'est de comprendre les différences entre les pays. Parce que là, on ne sait pas, on se lance avec ce dont on sait que ce qui fonctionne le mieux en France. Est-ce que ça va marcher pareil en Allemagne, qui est un marché qui est assez fragmenté géographiquement, par rapport à l'Angleterre, où les modes d'achat sont assez différents? On va voir, quoi. Et même si je l'ai déjà fait avant avec d'autres sociétés, c'était des produits différents. Donc, il faut avoir énormément de flexibilité les 6 premiers mois pour voir ce qui fonctionne ou pas et vite se réadapter. Et donc moi, je vais passer du temps aussi là-bas avec les sales pour comprendre ça. Donc tu fais du rendez-vous en direct en physique avec des gens. Ouais. Et l'événement, par exemple, en Angleterre, c'est quoi? C'est un événement que vous créez ou c'est un... Ah non, c'est un événement qui s'appelle Madfest, qui est l'événement un peu phare de toute la communauté digitale pub, AdTech. En Allemagne, c'est, comment il s'appelle, OMR, qui est un peu l'équivalent. Donc c'est je sais pas si c'est l'équivalent en France, mais c'est le truc annuel de tous les experts du digital, quoi. Ok. Du digital. Et donc vous allez là-bas, mais pour exposer du coup? Ouais, d'accord. Ah, ok. on expose. Voilà, ok. Oui, c'est pas juste y aller, distribuer des cartes et tout, c'est on se prend un stand, voilà. Et donc là, t'as un travail en amont de cet événement où t'essayes un peu de commencer à communiquer, tu fais des campagnes, etc. Livre blanc, etc., comme tu disais. Ouais. Mais il y a cette espèce de point de rendez-vous derrière, donc au travers de tes emails, etc., tu vas essayer de chauffer la base en disant on se retrouve là-bas. Exactement. Il faut avoir une projection dans le temps. Parce que tous ces leads vont être un peu froids, ils vont te voir de loin, certains vont accrocher tout de suite, d'autres pas. Mais il faut leur donner la possibilité de se dire, à un moment donné, tiens, je vais en profiter pour passer une tête et voir ce que c'est. Ok. Est-ce que, alors, on sort un peu de l'international, là c'est plus global. Vous avez des démarches de social selling? Tu mentionnais notamment là, le CEO, le fait que pour toi, voilà, il a eu un truc un peu héroïque. Est-ce qu'il y a un travail côté market sur l'image Alors ça, c'est un truc que je voulais faire avec une agence RP, tiens, c'est un bon sujet. Okay. Je pense qu'on n'est pas encore très bon là-dessus, faute de temps, parce que mon CEO, tu le mets dans une pièce, c'était un PDG de CAC 40, donc il a une aisance et une force de conviction qui est impressionnante. Donc j'aimerais l'exposer beaucoup plus, mais faute de temps, on n'y arrive pas. Et ça, c'est un truc que tu peux gérer avec une agence RP. Y a des boîtes qui ont eu cette approche-là. Je pense par exemple à, comment il s'appelle je me souviens plus du nom. Mais qui, plutôt d'exposer leur RP sur la marque, ils l'exposent sur leur fondateur. Et ça marche bien quand tu as un fondateur qui est bon. Mais ça demande un peu de budget, donc on ne l'a pas encore fait. Mais je ne m'interdis pas de le faire. Sinon, le social selling... non, j'ai un peu plus de mal à avoir un... En fait, il n'y a pas vraiment de spokesperson encore chez Deeprich. Quelqu'un où tu sais qui va prendre la parole sur LinkedIn. Et tout. Ça dépend aussi beaucoup des individus. Oui. Ouais. Tu vois, toi, tu le faisais chez Germinal super bien, et puis là, tu le fais pour Bulldozer. C'est des natures aussi où tu as des gens qui sont des bons communicants. Moi, je ne sais pas si j'aurais ce profil-là, tu vois, de m'exposer autant que ça. Et je suis admiratif des gens qui sont capables de le faire. Tu vois, l'Emlist a commencé que grâce à ça, quoi. 100%. Et tu as d'autres boîtes, Drop Contact un peu pareil, ouais. des boîtes de grosses qui déchirent tout parce que
parce que tu as un naturel chez le fondateur ou chez quelqu'un qui va s'exposer et qui va parler vachement bien. Je pense on a encore des progrès à faire là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut régler avec une agence RP qui, du coup, organise les sujets, qui organise les prises de parole. Oui, puis qui peut donner du verbatim, etc., qui facilite un petit peu cette approche-là. Bon, c'est un gros challenge. Moi, j'encourage bien évidemment tout le monde à s'y mettre parce que je vois ce que ça rapporte. Ça. Mais je peux aussi comprendre que ce soit difficile. Moi, je vais faire un disclaimer. Moi, j'ai eu un coup de bol. Bon, déjà de travailler chez Germinal avec, je voyais l'impact que ça avait, le fait que Grégoire il prenne la parole, etc. Mais en fait, la première fois que j'ai pris la parole publiquement sur LinkedIn, mon post est parti viral. C'était mon premier post. Post-confinement, c'est le confinement qui tombe, donc 2020. Et en fait, j'ai fait un post assez court qui disait globalement, il y a 2 ans, j'ai postulé dans plein de boîtes qui m'ont refusé parce que je demandais du télétravail. Et aujourd'hui, ce sont toutes ces boîtes qui font du contenu pour expliquer à quel point le télétravail, c'est génial. Okay. Mon post, c'était juste ça. Et il est complètement parti viral, je dois avoir plus de 1500 réactions, etc. J'ai plein de gens qui m'ont contacté, plein de gens qui m'ont ajouté dans leur réseau. Et en fait, ça a été un coup de bol parce que je me suis dit, putain, en fait, ça marche. Tu vois ? Mais en fait, ça partait un peu d'une petite blague, quoi. Et du coup, en fait, c'est ce truc-là qui m'a aussi encouragé à me dire, c'est possible de faire des trucs qui ont de la viralité, que les gens interagissent avec toi, etc. Et en fait, ça a été un déclencheur, tu vois. Il y a plein de personnes qui essayent, ça prend jamais, etc. Et je peux comprendre qu'il y a un moment donné où tu es en train de te taper 100 posts LinkedIn, la mayonnaise, elle prend pas, vas-y, ça me saoule, tu vois. Moi, j'ai eu ce coup de bol-là, en fait. Et c'est ce qui m'a fait me dire, bon, vas-y, en fait. Et puis après, encore une fois, je voyais l'impact avec Grégoire. Mais je peux comprendre que ce soit des choses un peu compliquées, quoi. Mais parce que c'est assez naturel. C'est-à-dire que tu as eu un élément déclencheur, mais je pense que ça fait partie de ta nature aussi de pouvoir parler de sujets avec... J'ai pas de difficulté, en effet. Avec beaucoup de naturel, c'est-à-dire sans arrière-pensée commerciale derrière. Et en fait, c'est pas si simple. T'as plein de gens qui savent pas le faire. Alors moi, je suis pas sûr que je serais très bon là-dessus. J'ai pas de problème, par exemple, pour... faire une conférence devant 500 personnes et faire un exposé. Mais par contre, prendre la parole toutes les semaines, raconter un truc, déjà, il faut que je me prenne le temps. Mais je sais que ça marche. Mais, ouais, tu vois, tu es en train vraiment de pointer du doigt Thibault Louis qui accompagne des CEO, etc. sur LinkedIn. C'est un point qu'il mentionne souvent, c'est je travaille avec des gens, ils sont capables de faire des conférences devant des milliers de personnes et ils sont complètement à l'aise. Mais écrire sur LinkedIn de manière régulière, ça coince, tu vois. Et c'est fou parce que dans l'imaginaire collectif, le fait de prendre la parole devant un public, c'est beaucoup plus terrorisant, c'est beaucoup plus complexe, etc. Et en fait, tu te rends compte que non, mais prendre la parole de manière régulière, à l'écrit, sur un réseau social et tout, c'est une démarche quand même. Hein. Ouais, il faut processer ça correctement, te donner des sujets et te dire toutes les semaines, je passe 2 heures là-dessus. Ouais. Et parfois ça marchera, parfois ça marchera pas. Mais non, mais ouais, ça, je pense que c'est un des axes faciles de développer une société. Il faut trouver les bonnes personnes pour le faire, bien comprendre sur quelle thématique tu rentres. Ça, c'est un truc qu'on fait en contenu, c'est-à-dire avoir bien défini quelles sont nos audiences et quelles sont les thématiques sur lesquelles on peut intervenir. Et après, il suffit de s'y mettre, quoi. Mais dans la plupart des cas, et c'est mon cas aussi, par flemmardise, parce que tu es pris sur plein d'autres sujets, tu prends pas le temps de faire ça. Bien sûr. Ouais. Et puis c'est pas parler au nom de l'entreprise, c'est parler en son nom personnel, donc ça ajoute un petit truc un peu... Un petit facteur risque. Ouais, un petit facteur supplémentaire, quoi. Côté relation client, engagement, etc. C'est quoi le rôle du market chez Deepreach sur ces sujets-là ? Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a une particularité dans votre business, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, vous, en fait, l'argent que vous générez, il se fait sur l'argent que vos clients vont dépenser. Donc, en fait, il y a un travail constant de rappeler votre valeur et d'essayer d'amener les gens à consommer d'une certaine manière. Donc, est-ce que ça, c'est le rôle des sales ? Ou est-ce que vous, le market, vous avez un rôle important dans cette démarche ? C'est les deux. C'est-à-dire que les sales vont essayer d'amener... faire quelque chose qu'ils ne sont pas censés faire, c'est-à-dire amener des idées aux agences en disant « Je sais que vous avez été l'annonceur,
regarder ce qu'on pourrait faire avec notre techno, qui n'est pas possible de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est de la démarche proactive quasiment de conseil, mais ça fonctionne. Et côté marketing, ça va être d'expliquer par des newsletters, soit des newsletters produits, soit de la veille de marché, ce qu'est le marketing local et quelles sont les nouvelles façons d'opérer ces sujets-là. Donc voilà, je pense que c'est un peu des deux. La relation commerciale, elle se joue aussi côté plateforme, côté produit. C'est un de mes gros sujets aussi de cette année, c'est ce que j'appelle le life cycle management. C'est-à-dire une fois que tu as envoyé un lead, qu'il a converti et qu'il utilise la plateforme, être capable de comprendre comment se segmentent tes utilisateurs, qui sont les gros utilisateurs, les potentiels churners. Donc tu vois, passer ce parcours client sur l'ensemble de ton cycle de vie et d'être capable de dire à tel moment, je peux envoyer telle sollicitation ou je peux amener telle fonctionnalité d'onboarding. Et à d'autres moments, je vois que, par exemple, il y a une baisse d'utilisation, comment je réactive, comment j'envoie une tâche dans le CRM pour que le sales l'appelle en disant « Mais pourquoi tu n'utilises plus Qu'est-ce qui se passe ?» Et qu'on ait cette analytics produit qui te permette aussi de gérer ta relation client de façon un peu processée aussi. Donc tout le côté product analytics et réactivation de la base existante, c'est un truc qui est vachement important aussi. Du coup, ça tombe à pic, j'allais parler de c'est quoi les datas que toi tu regardes. Du coup, ça fait partie des éléments que tu te dis que tu regardes. Côté market, c'est quoi les datas que tu regardes au quotidien ? Il y en a un paquet. Il y en a évidemment tout le funnel. Donc tes coûts d'acquisition, tes campagnes qui fonctionnent, ton CPL, voilà. Où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas. Tes critères de SEO, donc tu ne le regardes pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois. Que ce soit sur du SEO technique ou du SEO sur l'analyse de keywords. Tu vas regarder la performance de tes contenus, la performance de ta newsletter, et puis après, tu vas regarder la qualité de tes leads, donc ta conversion entre tes MQL et SQL. Alors chez nous, on a une autre étape qui s'appelle SAL. En gros, MQL, c'est le marketing qui traite, qui nurture. SQL, c'est mon SDR qui gère, c'est-à-dire dès qu'il y a une relation one-to-one. Et SAL, c'est dès que mon SDR considère qu'il peut le passer au sales, le sales le regarde et après il le convertit. Donc ça, on regarde ces taux de transfo-là. Et après, on va regarder ce qui se passe côté produit, donc dans du product analytics, donc de la récurrence d'utilisation, des cohortes par type de fonctionnalité. Par exemple, est-ce que ceux qui utilisent les fonctions reporting sont aussi les gens qui créent des campagnes. Quelle est la récurrence par utilisateur, par agence et utilisateur. Voilà, des critères d'usage en fait. Et comment on peut détecter les signaux faibles pour se dire là, il y a quelque chose à faire, à processer d'un point de vue marketing. Donc ouais, beaucoup de KPI. Il faut dire qu'on a aussi, en plus d'une culture marketing, une grosse culture data. Oui, naturellement, de par le produit aussi. Donc mon boss, il regarde ça tout le temps. Donc on a des dashboards hyper précis sur ces sujets-là pour remonter les infos. Ok. Côté attribution, vous gérez ça comment ? Très mal, mais on gère ça au first click. Donc première campagne qui tombe dans le CRM, c'est attribution à cette campagne-là. Et après, on ne regarde plus. J'ai pas envie de passer... L'attribution, c'est bien quand tu fais du B2C et que tu as énormément de données entrantes et que tu as vraiment besoin d'aller dans la subtilité de tes canaux d'acquisition. Moi, je prends le truc beaucoup plus simplement. Et donc, campagne Facebook qui arrive, je sais quelle est la campagne et dans le CRM, c'est tagué sur cette campagne-là et après, ça ne bouge plus. Surcoté l'attribution. Ouais. On est d'accord. Non, c'est pas que c'est surcoté, c'est que c'est un... Moi, je trouve ça surcoté. Ça se mord la... Non, mais peut-être, il y a des gens qui sont... Moi, je suis pas expert là-dessus et je vois pas trop l'intérêt en plus. De me dire, alors tel lead, il a cliqué une fois... Déjà, il faut être capable de le traquer correctement. Donc, être capable de dire... Surtout en 2023. Sur tous les canaux. Donc, être capable qu'il allait une fois sur le site web, qu'ensuite qu'il a lu une pub LinkedIn, qu'il a téléchargé tel white paper, que mon SDR l'a appelé 2 fois et que le sales l'a appelé 4 fois.
Et de répartir tout ça, ouais, au bout du compte, c'est bien quand tu as 10 000 leads par semaine, mais quand on a 50, tu as d'autres choses à faire, quoi. Oui, il y a d'autres choses à faire. C'est Ornicar, tu vois Ornicar. Ornicar, bon, moi j'avais eu l'occasion de travailler avec eux et Antonin, qui est l'ancien CMO, lui, il avait fait un gros travail d'attribution. Et là, effectivement, quand tu es Ornicar et que tu traites je sais pas combien de data non-stop, effectivement, là, il y a des choses à faire. Ça joue, ouais. Mais B2B, oui, comme toi ou même nous, hein, tu vois, franchement, un sujet d'attribution, on peut mettre ça de côté. Il y a d'autres choses plus importantes C'est ça. sur lesquelles bosser, Ouais. je pense qu'on est tous les deux d'accord. Très cool. Côté équipe market, Oui. c'est quoi les différents rôles, les différents pôles? Alors, un pôle. Alors, j'ai une petite équipe encore, on n'est que 5. Donc, une personne au marketing produit, une personne au contenu, une personne au digital qui gère le SEO, les campagnes payantes, sachant que chez nous, on a plein d'experts campagnes payantes, donc en fait, il est aidé par plein de gens. Le site web et l'aspect technique du CRM. Une graphiste et le reste, j'externalise. Et Ok. je vais avoir... donc là, on va grandir avec les autres pays, donc il faut que j'arrive à savoir comment ça va évoluer. Mais j'aurai sûrement des relais dans chaque pays, un peu couteau suisse. Et sûrement me renforcer côté contenu et un peu côté product marketing aussi. Ok. C'est toi qui as monté l'équipe marketing Ouais. de zéro. C'est quoi pour toi Puis du coup, c'est aussi dans tes réflexions là sur l'international, mais c'est quoi pour toi les premières recrues qu'il faut avoir dans une équipe market? Pour moi, c'est product marketing. Ok. Quand tu fais du B2B. Pourquoi? Parce que les sales ont besoin tout de suite d'avoir des outils. Et que le product marketing, c'est compliqué dans le sens où ça touche à plein de choses différentes. Ça va toucher à la vision de ta marque, à ton messaging, parce qu'après, ça va se traduire dans tes outils d'aide à la vente, dans les présentations, dans les démos. Donc, il faut quelqu'un qui soit mon relais côté produit et côté sales et qui mette ça en musique. Donc, pour moi, je trouve que... Alors, moi, je suis aussi très marketing produit, donc peut-être que j'ai ce réflexe-là. Mais ça dépend de ta boîte. Si tu fais une boîte de B2B, que tu as besoin de faire beaucoup de lead gen. Non, mais même ça, tu vois, je trouve que moi, j'externaliserais plus avec des boîtes comme Bulldozer sur de la lead gen au début. Mais je préférais avoir quelqu'un au product marketing qui cadre les choses. Et la partie contenu au début, on peut l'externaliser un petit peu aussi. Mais tant que tu n'es pas clair au niveau de ta direction marketing, de où tu veux emmener la marque, comment tu veux faire incarner le produit, qui sont des choses très product marketing, le reste vaut mieux encore l'externaliser. Oui, quitte à ce que cette personne au product marketing, et d'ailleurs, je pense que c'est hyper important que cette personne au product market, elle fournisse des éléments aux personnes qui sont externes, en disant, voilà, en fait, notre marché, il est comme ça, notre produit, blablabla. Mais de toute façon, quelqu'un d'externe, il va pas pouvoir inventer... tu vois, il faut de la matière quand même. Ouais, donc, parce que si tu prends... Alors après, tu vois, si tu essaies de faire de la lead gen, mais que tu n'es pas au clair avec ta proposition de valeur, qui est un truc de product marketing, tu vas claquer de l'argent pour rien, quoi. Bah oui. Alors après, tu peux tester des choses, plein de campagnes dans tous les sens, mais tu vas perdre un peu ton temps. Donc, c'est un travail qui est nécessaire, quoi qu'il arrive. Alors, parfois, ça peut être fait directement par le CMO, mais en tout cas, la fonction product marketing, pour moi, c'est la plus importante au début. Ok, et après ? Après, ça va en parallèle avec le contenu, le digital, la marque. Donc, la marque, tu peux l'externaliser. Nous, on a tout le travail sur la marque, on l'a externalisé auprès d'une agence. Et après, donc, j'ai pas encore de personne en interne qui gère ce côté purement brand designer, brand manager. Je le fais moi-même. Et après, les choses vont à la même vitesse entre le digital. En général, ça va un peu plus vite sur le digital en termes de ressources. Tu peux avoir quelqu'un aux événements si tu en fais beaucoup, parce que c'est assez chronophage. Et après, sur le contenu, ça dépend de ta capacité à raconter des choses. Ouais. Si tu as plein de choses à raconter, tu peux accélérer là-dessus. Ça dépend aussi de
de l'alignement avec ta direction qui est prêt à porter cet investissement de contenu. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est un investissement long terme. Mais sinon, en termes de vitesse, pour moi, ça va à peu près à la même vitesse. Ouais, moi je trouve ton équipe là, elle est quand même bien, elle est bien structurée. Enfin, tu vois, moi, dans ma vision de ce qu'est une bonne petite équipe market, bah là, c'est la bonne structure, tu vois. Sincèrement, pour une petite équipe, on délivre beaucoup, quoi. On envoie, quoi. Ouais. Et ça, j'aime bien, quoi. Et j'aime bien avoir une petite équipe super performante. Oui, bien et puis vraiment des pôles bien identifiés, qui peuvent vraiment se nourrir les uns les autres, et puis vas-y, on pousse, quoi. Ouais. Non, franchement, il n'y a pas trop de déperdition. C'est, structure d'équipe de base, là, c'est pas mal. Et donc, sur l'international, donc, bon, le product marketing est géré, vous le gérez au quotidien, donc vous n'avez peut-être pas la nécessité d'avoir un product marketer pour ouvrir un nouveau pays, mais du coup, sur ces nouveaux pays, c'est quoi les rôles clés ? Ce sera un rôle principalement de product marketing. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui doit être au contact du marché. Parce que les campagnes, le digital, tout ça, ça peut être géré au global. La gestion du site, le SEO, tout ça. Même les campagnes de paid. Et même le contenu. Alors le contenu, je pense que je vais le gérer progressivement depuis Londres pour avoir cette dimension anglaise native. Mais par contre, la connexion avec le terrain, ça, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place. Alors après, ce sera quelqu'un qui ne fera pas que du product marketing, mais il en fera en grande partie. Et moi, par exemple, chez Sandvine, je m'occupais du marketing pour toute la zone IMIA, mais 80% de mon temps, c'était du product marketing. C'est d'être avec les sales, comprendre comment fonctionnent les clients, donner la vision de l'entreprise, récolter les insights terrain, les remonter aux produits, au siège. Enfin, c'est ça, quoi. Et quand tu ouvres des pays, c'est plutôt ça dont tu as besoin. Et c'est un travail que tu fais encore aujourd'hui en plus. Ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, tu vas encore dans des press avec des sales et tu fais encore ce travail terrain de... Oui, j'aimerais pas être complètement déconnecté de tout ça. Un CMO, il doit, quelle que soit la taille de son équipe, à un moment, il comprend plus ce que font ses équipes. Ses équipes peuvent lui raconter n'importe quoi, quoi. C'est pas par défiance, c'est juste que moi, j'aime bien en plus... de comprendre précisément comment les outils sont utilisés, être capable de remonter là des choses qui vont pas et de comprendre les métiers des gens avec qui je bosse pour pouvoir les faire progresser aussi. Et donc moi je passe ça, j'adore. En plus j'adore passer du temps avec les clients, je trouve ça vachement enrichissant, quoi. Et même faire de la chasse, je trouve ça génial. Ah ouais? J'adore. T'en fais toi? J'en fais pas moi, mais... Oui, parce que là, je me quoi disais, que si, là, un événement, tu vois, j'en ai fait un peu, je me suis dit, allez, je vais y aller. Moi, j'adore ce côté-là. C'est-à-dire aller voir un client qui ne te connaît pas et lui dire, OK, j'ai ça à vous proposer. Et du coup, te mettre dans la peau d'un sales, quand tu es marketing, c'est vachement intéressant parce que tu es confronté tout de suite aux objections, quoi. Et tu les vis dans ta chair. Tu vois exactement ce que... toutes les conneries que tu peux balancer, à un moment, ça tombe à l'eau. Et donc, tu vois, tu réagis par rapport à ça. Après, tu as aussi une partie t'as un profil qui est en partie entrepreneur. Et donc, ce profil, cet historique un peu entrepreneur, forcément qu'il y a un moment donné où, quand tu entreprends, tu as ce rôle-là, quoi, de la petite partie sales, le côté un peu market et tout. Je pense que ça disparaît pas, quoi. Ça disparaît pas et c'est à mon avis super important. Moi, je trouve très important qu'à un moment dans ta carrière, tu essayes d'être entrepreneur. Ouais. Parce que ça t'apprend à te confronter en réel sur le marché et ça t'apprend à mettre ton propre argent et donc par la suite mesurer les décisions que tu prends. Et c'est pas pareil. Tu vois, moi j'ai commencé ma carrière, à un moment j'étais à la Française des Jeux. On en parlait tout à l'heure. C'est open bar niveau budget. Enfin, j'exagère, mais en gros, tu as de quoi faire. J'ai changé après et j'étais côté start-up. Et quand tu mettais 2000 € pour une campagne et que tu l'as vécu en tant qu'entrepreneur, que c'est ton argent, que tu ne mettras pas dans tes vacances, tu as intérêt à ce que ça marche. Et ça, en fait, quand tu le vis, après, sur toutes tes expériences, ça reste. Bien sûr. C'était aussi, par exemple, des choses avec chez Welcome to the Jungle où je pense qu'on avait des différends, c'est que je faisais attention au budget. Alors c'est pas dire qu'il crache dans tous les sens, loin de là, mais peut-être que j'étais trop
défensif sur mon budget. Ce qui est particulier pour un CMO. Non, mais c'est pour ça que j'avais pas compris forcément tout. Mais je faisais attention aux dépenses que je faisais et au recrutement que je faisais. Parce que je faisais attention à mon budget global. Voilà. Et vision entrepreneuriale. Ouais. Excellent. Si on reste sur l'équipe vite fait, c'est recrutement junior versus senior. C'est quoi un peu ta vision sur le sujet ? Si je peux me payer que des seniors, je me paye que des seniors. Alors après, non, parce que tu constitues pas une équipe comme ça. Mais au début, dans toutes les étapes, il faut un mix entre junior et senior parce que les gens changent et donc il faut être capable de tout de suite déléguer à des gens qui sont seniors. Quand tu as trop de juniors, tu perds ton temps à faire ce que j'ai eu à un moment. J'ai eu beaucoup de juniors et tu perds ton temps à les former et donc tu n'avances pas sur les vrais sujets, donc il faut un bon mix. Non, moi j'aime bien bosser avec les juniors aussi et les voir grandir en fait. C'est l'aspect humain moi que j'adore chez les juniors. On en a un paquet. Alors, on est une boîte qui est assez senior bizarrement pour une start-up. La moyenne d'âge est assez élevée, mais on a quand même beaucoup de juniors et je les vois grandir, progresser et ça j'adore aussi cet aspect-là. Voir qu'ils arrivent à plus de maturité sur tout ce qu'ils font. Donc voilà, mais il n'y a pas de choix à faire entre un senior et un junior. Si tu as le budget, tu prends des seniors. Si tu n'as pas le budget, tu prends des juniors et tu les formes. Et si tu peux, tu essaies d'avoir un mix. Ouais, c'est trouver le bon compromis. Le choix de l'externalisation, de qu'est-ce qu'il y a à externaliser, etc. Comment tu fais ce type de choix ? Je le fais pour des questions de timing. C'est-à-dire à partir du moment où un sujet devient ultra récurrent, vaut mieux l'internaliser. Mais tant que tu peux externaliser, c'est pas plus mal. Parce que ça te permet de tester des choses. Par exemple, moi, j'aurais pas internalisé tout de suite un studio de prod ou un studio de graphisme. Je préfère l'externaliser. Sur des logiques de grosses, parfois c'est vachement utile. Même quand t'as des gens en interne, de faire intervenir des externes qui vont te redonner un souffle et te faire tester d'autres choses. Donc tu internalises à partir du moment où tu as besoin de travailler au quotidien sur le long terme, sur un sujet particulier. Et en général, c'est plus intéressant d'externaliser, même si tu as l'impression que ça te coûte un peu cher, parce que tu as besoin d'aller vite sur un sujet. Parce que même si tu connais des choses, tu connais pas tout. Et ça te permet de cranter beaucoup plus rapidement, quoi. Ok, donc là, par exemple, ce qui est externalisé en ce moment ? Alors en ce moment, moins de choses. Donc le graphisme est externalisé, mais c'est quelqu'un qui bosse avec nous un jour par semaine. On a externalisé une partie de la lead gen et du gross. On a externalisé à un moment une partie du SEO sur des aspects très techniques. Mais en ce moment, non, on externalise moins de choses. Là, je fonctionne bien en interne pour l'instant. Ok. Très cool. Stack marketing. C'est quoi les outils ? Alors, ça j'adore, hein. On peut passer du temps. Il ne faut pas trop passer de temps sur le stack marketing, parce que tu peux te perdre aussi là-dedans. Alors à la base, Notion pour tout documenter. Je suis un très gros fan de Notion, et j'ai même embauché un mec qui avait monté une startup autour de Notion. Donc on est hyper expert en Notion. Et après, on a alors assez classique, Phantom Buster, Drop Contact, Lemlist pour tout ce qui est séquence enrichissement. On est sur tout le stack Zoho. What ? Yes. Il devrait me faire un trophée parce que je suis les seuls à parler d'eux. Je suis pas HubSpot, je suis pas Pipedrive, alors je les ai tous fait les CRM, je les ai implémentés et tout. Zoho était là quand je suis arrivé, mais moi j'avais déjà bossé sur Zoho en 2005. Donc, tu vois, ça date. Et c'est un CRM qui est vachement
assez peu connu, alors qu'il fait très bien le job. Il est bien moins cher que les autres. Ah oui, ça c'est certain. Il fait à peu près tout. Et nous, on est très connectés parce qu'on a aussi la brique de facturation qui est chez Zoho. Et on génère énormément de facturation. Et tout ça est lié avec le CRM. On a une grosse partie de l'analytics qui est dessus. J'ai mon outil de gestion de newsletter qui est Zoho Campaigns, qui est du coup complètement lié avec le CRM. Donc ça fonctionne très très bien. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors tu vois, je suis surpris, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, du coup je suis surpris que l'information que vous travaillez chez Zoho ne m'est pas arrivée aux oreilles, parce que les outils de CRM et tout, c'est un truc qu'on en discute quand même pas mal chez Bulldozer. Et je crois que c'est la première fois que tu as un client qui bosse sur Zoho. La première fois. Même chez Germinal, j'ai jamais vu passer, je crois. Et en plus, ils ont un super service client. Alors, ils sont indiens, mais ils sont tous super gentils. Tu leur envoies un chat, en 30 secondes, tu as ta réponse. Ok. Et ça, tu vois pas ça ailleurs, forcément. Sinon, après, qu'est-ce qu'on a d'autre alors, on est très Figma pour tout. Figma, Miro pour certains trucs. Ah si, tiens, un outil qu'on est en train de tester, qu'on adore en ce moment, qui s'appelle Descript, pour tout ce qui est vidéo. Tu connais? Je connais bien, ouais. Ouais, c'est vrai? Ouais, je connais bien. T'as testé? J'ai testé pour podcast et vidéo, ouais. Ah, top. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, parce que je galérais aussi pour trouver des bons outils vidéo, et celui-là a l'air bien. Descript, c'est très très canon. Après, en français, c'est moins puissant qu'en anglais. Pour la reconnaissance, ouais. Reconnaissance, et puis même, en fait, moi le truc qui m'a séduit, tu vois, c'est leur fonctionnalité où tu changes le texte, ils te font la transcription, puis tu changes le texte, et ils te font la détection de ta voix, et du coup, t'as ta voix qui change les mots. Ouais. Enfin, ça, c'est... Bon, et puis même pour le dingue. montage, parce que tu montes comme si tu montais des slides alors que tu montes des vidéos. Complètement. C'est pas mal. Descript, pas mal, ouais. Bon produit. Sinon, Analytics, on a jarté Google Analytics l'été dernier. On passe par Piwik, qui est très bien aussi, qui est en plus gratuit et qui est complètement RGPD compliant. Voilà, je pense que je te les ai tous faits. Je suis sûr que j'en oublie. Tu m'as pas parlé de Webflow alors que tout à l'heure. Ah, mais oui, bien sûr, Webflow. Tout à l'heure, tu me disais que tu étais fan de Webflow, je l'attendais. Webflow, Weglot. Alors, Weglot, on se pose des questions sur la côté traduction, mais Webflow, on est super fan. Moi, j'utilise Webflow depuis quasiment depuis le début qu'ils existent. Et c'est monstrueux, quoi. Et même, j'ai même été amené à me friter presque avec des développeurs qui parce qu'en fait, ça leur prend leur job, quoi. Complètement. Nous, on monte le site de A à Z, on a le contrôle total, tu contrôles toutes les CSS, tu as des templates pour te faire des choses sublimes, tu as toutes les animations. Côté SEO, ça marche super bien. Donc, gros fan de Webflow et gros fan de Webflow sur leur marketing, quoi. Alors, j'allais y venir justement pour dire, tout à l'heure tu mentionnais le fait que tu peux faire du B2B et pas être boring. Webflow est quand même un super exemple de ça. Alors, ils ont le petit côté humoristique, ils ont leur petit côté un peu drôle, sur leurs vidéos, tu sais, les tutos, l'académie et tout. T'as toujours une petite blague un peu bien sentie, les publicités, bon moi en plus, je suis client, je me fais assassiner par leurs publicités, tous les jours je dois avoir une pub Webflow sur YouTube ou peu importe. Ils font des petites pubs un peu marrantes, blablabla, mais d'un point de vue market, c'est un vrai cas d'école. Ils ont leur Maguire qui est le type qui fait les vidéos de support, et c'est lui aussi qui va faire la conférence. Et le mec est génial, quoi. Mais il est trop cool. T'as trop envie d'être pote avec lui, tu sais. Et en même temps, il est sérieux, tu vois. Il explique hyper bien. Et donc, il y a une maîtrise du marketing de A à Z qui est impressionnante, quoi. Et dans l'exécution du produit, c'est-à-dire le produit d'une simplicité incroyable. On en vient au fait aussi que du bon marketing, c'est un bon produit. Ouais. Ah bah oui. Webflow, Webflow niveau produit, c'est un... Moi, j'ai deux références de marketing quand je regarde un peu. C'est Stripe. Je trouve que Stripe est ultra bien fait, notamment pour un produit qui est, pour le coup, un peu chiant parce qu'ils te vendent une API. Donc, comment tu fais pour vendre une API, quoi, pour montrer des choses et tout. Et tu vas sur le site de Stripe, c'est hyper bien expliqué. Et Webflow, alors Webflow est plus visuel forcément, donc ils ont plus de choses à raconter, mais l'exécution est incroyable.
Ok. Ouais, bon, Webflow, de toute façon, c'est marrant parce que hier j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur LinkedIn en me disant tu parles souvent de Webflow et tout, mais concrètement, c'est quoi le vrai avantage et tout? J'ai juste répondu bah, c'est juste les meilleurs, enfin va voir et puis tu vas vite comprendre quoi. Et même moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Léo, qui est directeur artistique et qui bosse aussi pour Bulldozer, qui fait la DA de Bulldozer, qui lui, du coup, avant d'utiliser Webflow, faisait déjà... alors c'est un designer qui a pas peur de coder, tu vois, donc il savait coder des sites web et tout en faisant du front. Et puis je lui ai dit, en fait, Léo, tu vas arrêter de coder, tu vas passer sur Webflow et tout. Il me disait, ouais, mais non, mais je veux avoir le contrôle. Parce que en fait, tu vois, le truc, c'est que l'image du landing page builder ou du website builder, c'est WordPress, etc. Où c'est du template, et puis tu veux changer un élément, tu vas dans le PHP, enfin, tu vois, c'est le truc complètement indigeste. Et puis il me disait, non, moi je préfère avoir le contrôle. Et je lui disais, oui, mais c'est ça la particularité de Webflow, c'est que tu as le contrôle. Tu peux aller taper dans le code si tu veux. Bien sûr. Et puis, la réalité, c'est que tu n'auras pas besoin. Tu n'auras pas besoin. Tu vois. Et en fait, j'avais dit, vas-y, fais-le. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis pas un designer. Au début que je commençais à bosser chez Germinal, je faisais de la prod et donc je faisais des landing pages pour les clients sur Webflow. Bon, déjà, j'ai appris à faire le truc hyper rapidement. Et en fait, j'arrivais à sortir des landing pages qui étaient franchement pas dégueux, alors que je suis pas un designer, en une journée. Et je lui disais, mais moi, j'ai fait ça en une journée, en fait. Il me disait, oui, mais moi, si je code et tout, maintenant, j'ai un peu mes réflexes. Je disais, cherche pas, va tester. Depuis... je l'ai converti, tu sais, mais alors, c'est gros fan et tout. Ah, c'est fou, hein. Et notamment pour les designers, ça donne un pouvoir aux designers qui, avant, il y avait les designers d'un côté, les développeurs de l'autre. Aujourd'hui, tu es un designer, tu sais utiliser Webflow, mais tu as un pouvoir énorme. Et tu es un développeur et tu sais utiliser et tu sais designer sur Webflow, mais tu as un pouvoir de malade aussi, quoi. Enfin... Ça t'offre au marketing, ça t'offre une flexibilité qui est incroyable. Tu peux tester plein de trucs, les mettre à la poubelle après et revenir tout le temps sur ton ouvrage pour améliorer ton site web, ce qui est compliqué à faire quand tu as des devs soit externes, soit même internes. Il faut que tu les briefes, tu as des allers-retours, enfin voilà, c'est... Ouais, et nous, tu vois, même d'un point de vue, alors nous sur le côté agence, qui est notre métier, quoi, quand on travaille sur landing page pour les clients, etc., bon, t'as pu voir aussi, en fait, c'est hyper facile avant de démarrer une mission, souvent les clients vont se dire, ok, vous allez créer des landing pages, mais après, on fait comment? Après, on te transfère le projet Webflow. Exactement. Et en fait, t'as la main sur ton site et tu verras, c'est hyper facile, quoi. Et même sur les temps de réponse, le SEO, c'est vachement bien, quoi. Ouais. Bon, on vient de faire un pitch de vente pour Webflow. Tu prends quand même. Il faut que je les contacte. Sors le code promo. C'est bon. Il faut que je les contacte pour choper un code promo, un truc comme ça. Bon, bref. C'est quoi les prochains challenges pour Deep Reach? Et c'est de réussir l'ouverture des pays et de se développer à l'international. Voilà. C'est assez simple. Mais on commence à regarder les US. Quand tu as dit tout à l'heure que tu avais un vrai travail à faire sur notamment le contenu anglais, etc., je me doutais bien qu'il y avait en ligne de mire. Toutes les boîtes françaises veulent aller aux US, mais déjà, rien que l'Allemagne en termes d'investissement pub, je crois que c'est 2 fois la France. Donc c'est pour nous un marché x2 potentiel. Et l'Angleterre, je crois que c'est 4 ou 5 fois. Donc déjà, on va réussir ces 2 pays-là. On a un paquet de trucs à faire et puis on verra si on va aux US après, quoi. Oui, puis c'est le bon starter aussi d'un point de vue organisationnel de l'ouverture d'un nouveau pays, etc. Ouais, et puis déjà, on est une boîte 100% française, donc il y a aussi toute la logique de la culture bien sûr. franchouillarde à sortir sur les autres pays. Donc il y a pas mal d'aspects organisationnels à mettre en place, mais voilà, ça c'est les 2 objectifs de cette année. Ouais. Ok, dernière question, plus perso. Oui. C'est quoi que tu kiffes dans ton métier? Je kiffe le fait que quand tu fais du marketing, tu fais des choses qui sont intangibles, qui sont de l'ordre du design, de la création, du concept, et qu'en plus, quand tu aimes un peu la tech, tu peux appliquer des webflows, des séquences, des trucs où tu vas bâtir des briques. Et moi, j'adore les métiers où tu as en même temps du process et de la créativité. Je pense que j'aurais pu être restaurateur ou j'aurais pu être producteur de musique. Oui, surtout toi avec la musique. Ouais. Mais voilà, quand tu as en même temps une dimension créative, on va dire conceptuelle,
et que tu dois appliquer derrière des process pour que ça délivre, Le côté builder, ouais. ouais, ça j'adore. Ouais, je suis le même profil que toi, vraiment. Mais c'est profil entrepreneur, tu vois. Non, je sais pas si c'est entrepreneur. Après, tu as des gens qui veulent faire ça mais sans entreprendre. Ah oui, non, bien sûr. Mais je veux dire, Mais, c'est des profils qui sont assez adaptés à l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. J'adore. Excellent. Très cool. Eh bien, merci. Et c'était super. Merci. Eh ben, merci à toi. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!